On a déjà vu les étoiles à neutrons qui sont extrêmement denses, mais aujourd'hui on va s'intéresser à bien plus dense que ça, les trous noirs stellaires. Donc voyons ça tout de suite. C'est en 1784 que l'idée d'une étoile noire dont le champ gravitationnel serait suffisamment grand pour retenir la lumière fut émise par John Michell dans le cadre de la théorie de la gravitation newtonienne. Mais c'est seulement quand Einstein arriva avec sa théorie de la relativité générale et restreinte que l'idée d'un trou noir soit prise au sérieux. Et c'est en 1939 que les physiciens américains Oppenheimer et Snyder observent l'effondrement d'une étoile. Pendant l'effondrement, la lumière de l'étoile se décalait de plus en plus vers le rouge, et les rayons lumineux semblaient de plus en plus divisés, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. À ce moment-là, le trou noir est né. Bon, pour savoir comment on sait que la lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, on calcule ce qu'on appelle la vitesse de libération. Cette vitesse de libération elle est différente pour chaque planète du système solaire, et elle définit la vitesse à laquelle il faut aller pour s'échapper définitivement du champ gravitationnel de l'astre en particulier. Pour Mars par exemple, c'est de 5,5 km par seconde. Pour Jupiter, c'est de 59,6 km par seconde. Et pour un trou noir, on dépasse facilement la vitesse de la lumière. Ce qui fait que rien ne peut s'échapper, car pour l'instant, rien de connu ne peut aller plus vite que la lumière. Ce qui fait que cette vitesse de libération est si grande, c'est qu'une énorme quantité de matière est incroyablement compressée, ce qui veut dire que nous avons un tout petit astre où la matière possède une densité gigantesque. Ensuite, il y a une zone entièrement noire appelée l'horizon des événements, qui est calculable grâce à cette formule qui est le rayon de Schwarzschild. Et au-delà de l'horizon des événements, la lumière peut continuer sa route, mais pas tout à fait. Elle va toujours être sous l'influence gravitationnelle du trou noir, ce qui va faire qu'elle va être courbée, et va créer cet effet de déformation visuelle typique des trous noirs. Il y a une question qui a souvent été posée, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir? Eh bien, il y a deux hypothèses qui sont sorties du lot. La première dit que le trou noir aspirerait indéfiniment de la matière jusqu'à atteindre la densité de Planck, où le trou noir à ce moment-là deviendrait une sorte de masse complètement stable qui n'attirerait plus rien vu qu'il aurait atteint la masse ultime qu'on peut atteindre. La deuxième hypothèse est que un trou noir serait connecté à une autre région de l'univers, ou même carrément à un autre univers, grâce à une déformation de l'espace-temps qui forme un tunnel appelé le trou de verre. Ce qui distingue les trous noirs stellaires des autres, c'est leur masse qui varie de 3 à 100 masses solaires, leur formation, et aussi le fait que c'est le trou noir le plus récurrent de l'univers. On peut notamment en trouver à côté d'une étoile, ce qui va faire orbiter l'étoile autour du trou noir pendant qu'elle se fera aspirer lentement, ce qui va créer un disque d'accrétion, et le spectre de l'étoile va osciller du bleu vers le rouge. C'est l'effet redshift. Notre univers d'après la relativité générale serait fait d'espace-temps. Cet espace-temps est composé de 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Et d'après cette relativité, la gravité serait une déformation de l'espace-temps. Et donc pour un objet aussi dense qu'un trou noir dont le champ gravitationnel est considéré comme infini, le temps devrait théoriquement s'arrêter au cœur du trou noir par rapport à un observateur qui n'a pas franchi l'horizon.